Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'artisanat local, d'écologie et de mode. On a déjà vu précédemment que la mode dépend énormément des pays producteurs de coton et où la main-d'œuvre est bon marché. On a aussi vu qu'il existe quelques alternatives, heureusement, et dans cet épisode-ci, on va explorer un peu plus la question de la revalorisation de la laine locale. Ben oui, il y a encore des moutons à Bruxelles, et il existe notamment un superbe atelier à Schaerbeek pour le traitement de la laine, qui s'appelle 1030 Blackwool. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben on voit ça tout de suite avec Pauline. Bonjour Pauline. Je pensais que t'allais continuer. Allez. Bonjour Pauline. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Ça va. Écoute, bienvenue à l'atelier. Merci, je suis très content de découvrir ton atelier. Il y a plein de petits accessoires, de tissage et de laine. C'est très intéressant. En tout cas pour moi qui suis tellement pas un connaisseur en la matière. Alors est-ce que, rapidement, tu peux m'expliquer ce que c'est 1030 Blackwool ? Alors, 1030 Blackwool, c'est un projet qui est né il y a maintenant 1 an et demi, suite à mon projet de diplôme. En fait, j'étais à la Cambre en design textile et j'avais pour volonté de valoriser une fibre locale avec les habitants. Par hasard, j'ai rencontré David Donte, qui est éleveur urbain, qui était mon voisin en fait à l'époque. Et voilà, lui cherchait quelqu'un pour valoriser la laine de ses brebis, et moi je cherchais une fibre locale. Donc l'association s'est faite comme ça assez intuitivement. Mmh. Donc vous êtes partenaire ? Donc on n'est pas associés, on est deux personnes séparées, mais on se renvoie en fait des projets assez régulièrement. Donc dès que moi j'ai des ateliers laine, j'essaye de commencer par une activité au troupeau pour que David puisse présenter son travail, et inversement, dès que lui a des rendez-vous pour faire des activités dans le troupeau, donc c'est plutôt tout ce qui est entretien du troupeau, soins aux animaux, entretien de la prairie, et bien ensuite il renvoie vers la possibilité de faire une activité laine pour transformer toute la toison. Ok, je vois. Alors, pourquoi la laine locale ? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça ? Ben parce qu'en fait, plusieurs fois pendant mon cursus d'études, j'allais acheter de la laine dans des boutiques de laine à Bruxelles, et quand on regarde les étiquettes, on se rend compte que c'est rarement du 100% laine et on n'a jamais la provenance. Du coup, moi j'ai assez vite voulu pouvoir tracer mes matériaux. Je trouvais ça un peu absurde d'aller travailler avec des matières qu'on achète, qui viennent de Chine ou autre. Et il se fait que mes parents avaient 3 moutons à la campagne pour entretenir le terrain. Et j'ai commencé par là. Donc d'abord en cherchant quelqu'un qui pouvait nous les tondre et me laisser la laine, parce que souvent les tondeurs partent avec la laine. Puis ensuite quelqu'un qui a pu m'apprendre à laver la toison, à fabriquer le fil avec un fuseau. Puis le tissage et le tricot, ça je me débrouillais. Ok, donc tu avais déjà un petit contact avec les moutons de tes parents. Ça vient pas de nulle part en fait, cette adoration de la laine, cette adoration si je peux dire. Non, il faut savoir que j'ai grandi sur Paris et je suis venue à Bruxelles pour les études, mais je suis originaire de La Rochelle, dans un petit village à la campagne avec une famille pour la plupart agriculteurs. Donc les moutons, les vaches, les poules, ça me connaissait. J'ai un peu grandi là-dedans. Enfin, à chaque vacances, je partais là-bas. Et ça faisait un moment que je voyais que mon oncle avait des moutons et que la laine était stockée dans des ballots et puis ne partait pas en fait. C'était les souris qui en profitaient, Ah ouais. mais personne d'autre. Et à un moment, je suis allée le voir en disant « Allez, on pourrait pas tondre, rassembler toute la laine et en faire quelque chose ?» Il m'a un peu pris pour une folle parce que pour eux, c'est un temps monstre de transformation. Mais une fois que j'ai commencé à transformer le fil, oui, il y a eu un intérêt. Parce que oui, ça demande beaucoup de boulot, le traitement de la laine. Tu passes à travers tout le processus toi-même ? Ça dépend pourquoi. Donc, le début du processus est forcément artisanal, donc fait à la main. Donc, la première étape, ça va être la tonte. Ouais, donc les moutons, ils sont à Bruxelles. Alors, avec David, les moutons sont à Bruxelles. Le troupeau s'appelle les moutons bruxellois. Et d'ailleurs, ils sont visibles au pied de l'hôpital Erasme. Et il y a une partie du troupeau qui est à Berghem-Saint-Agathe.
Mais donc la première étape, c'est la tonte, et ça a lieu une fois par an, plus ou moins aux alentours de Pâques. Dès qu'on l'a tondue, on va devoir trier la laine. Ça, c'est l'étape la plus importante qui doit se faire à la main par l'éleveur. Donc on va venir retirer tous les brins de paille, les crottes, les bouts d'herbe qui sont présents dans la toison, parce qu'il faut se dire que tout ce qu'on laisse à cette étape-ci se verra dans le fil par la suite. C'est à cause de cette étape, on peut dire, que les éleveurs ne prennent pas le temps de le faire, et que la laine part avec le tondeur à la bourse aux laines, puis la plupart du temps en Chine. Donc nous, comme on travaille ensuite avec la filature du hibou à Namur, qui est une microfilature qui peut travailler kilo par kilo, il faut que la laine soit extrêmement propre, parce que si notre laine est sale, ça va impacter les lots de laine des clients suivants. Donc elle n'accepte pas les toisons sales. Donc ça, c'est vraiment un gros boulot. On passe 1 à 2 journées. Puis ensuite, il y a une partie des toisons de David qui part dans cette filature pour en obtenir du fil. Et moi, je récupère quelques toisons brutes qu'on transforme pendant les ateliers toute l'année. Donc c'est des cycles d'ateliers où on commence par le tri, puis le cardage, le filage et tissage, tricot ou feutre en fonction du projet. Parce qu'après, c'est la transformation qui suit, donc tu le fais en atelier avec avec qui tu fais ces ateliers, des artistes ou bien avec des clients? Alors j'ai plusieurs formules. Il y a soit des ateliers toutes les semaines au thème, on va dire. Donc c'est que tous les dimanches matins, il y a un atelier de filage. Une fois par mois, je vais faire un atelier de tissage, de tricot. Les gens s'inscrivent un peu à ce qu'ils veulent. Il y a aussi des formules au long terme. Donc on vient pour un cycle complet de 6 séances, où là on verra toutes les étapes pour repartir avec son produit fini. Et je me déplace aussi dans des associations ou des écoles. Et donc là, on travaille plus sur un projet, soit de groupe, soit individuel. Et en fonction du public, on choisit un peu ce qu'on va faire. Est-ce que ici, par exemple, tu as un plaid. C'est un groupe de femmes où elles ont fait toutes les étapes du filage au plaid fini qui a été présenté lors d'un discours. C'était un peu comme un témoin que chaque personne qui prenait la parole se le mettait sur les épaules. Alors, black wools, donc ça veut dire la laine noire, mais en l'occurrence ici, tu as de la laine de toutes les couleurs, donc les teints aussi, ou bien tu travailles pas que avec la laine des moutons noirs? Alors, là, dans le cadre du projet que tu regardes, du plaid ici, on a commencé avec de la laine brune, on a ensuite teint de la laine brune et de la laine blanche. C'est uniquement de la teinture végétale, ça c'est aussi quelque chose qui me tient assez à cœur, donc soit avec des végétaux qu'on trouve lors de promenades, soit des végétaux qu'on a dans notre cuisine, j'ai envie de dire. Ah vraiment, même pas dans le commerce? On en trouve, maintenant ça s'achète. Il y a des entreprises qui font que des pigments végétaux. Il y en a qui sont belges notamment. Donc ça, j'essaye un peu de concocter avec ce que j'ai. Là, c'est vrai que on a teint avec des épices, on a teint avec des racines. Donc les épices, c'était du curcuma, des racines de garance, on a fait du pernambouc, on a fait de l'indigo. Pour leur montrer aussi qu'il y avait possibilité de teindre sur laine blanche et sur laine brune. Et puis après, l'idée c'est que tout le monde s'approprie un peu le projet. Donc à la fin dans les dernières séances, elles sont venues aussi avec du fil qu'elles avaient elles. Donc je ne garantis pas qu'il y ait que de la laine partout. Je pense qu'il y a un petit peu de synthétique qui a atterri dans le projet. Mais c'est aussi ce qui est chouette, c'est que dès qu'elles se sont appropriées un peu le projet, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et on construit quelque chose ensemble. Ok, c'est chouette. C'est vraiment hyper sympa comme truc. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait encore une exploitation de laine à Bruxelles. Oh, de plus en plus, je crois. Je suis vraiment pas la seule à m'investir là-dedans. Mais en plus des ateliers, du coup, tu vends aussi tes créations en laine ou... Eh bien, c'est tout nouveau depuis le confinement. Avant, donc ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé le projet à mon compte et que je faisais ces ateliers. Je travaillais à mi-temps avant, je faisais des allers-retours à Paris et donc les ateliers me suffisaient amplement. Depuis le confinement, c'est vrai que j'ai dû repenser un peu ma manière de travailler. Et on ne sait pas, c'est un peu une période bizarre comme ça, on ne sait pas jusque quand ce sera comme ça. Donc ça m'a
ça a été l'occasion pour moi de redévelopper un peu mon côté designer et donc de ressortir plein de vieux projets qui dormaient et de développer du produit fini à l'atelier avec toujours la possibilité en fait, comme évidemment il y a un coût au travail artisanal. Moi je vais pas commencer à faire des plaids en synthétique parce que ce sera moins cher. Donc il y a le coût de la matière, il y a le coût du travail. C'est pas accessible à tout le monde et je m'en rends bien compte. Même moi, en fait, je suis pas sûre de pouvoir c'est même pas sûre, je peux pas m'acheter ce que je produis. Donc il y a toujours la possibilité aux gens de venir faire à l'atelier un modèle qui existe, que j'ai fait ou voilà de mixer plusieurs idées que je pourrais faire et donc c'est eux qui viennent le produire. Du coup, c'est plus un tarif de location de machine plutôt que de produits finis. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Donc, par exemple, ici, tu vois, il y a les petits chaussons. C'est quelque chose qui bientôt pourrait être acheté, tout fait. Je travaille que à la commande. Par contre, je refuse d'avoir du stock à l'atelier. Donc, on me donne sa peinture, on me donne la couleur qu'on veut et je le fais. C'est pas plus cher. C'est juste pour moi, ça m'évite d'avoir des stocks et des stocks en laine. Les mythes se mettent dedans facilement. Donc ça, j'évite. Et mais par contre, c'est faisable. D'ailleurs, chez Nectar, il y aura un atelier cet été où les gens pourront repartir avec leur paire de chaussons qu'ils auront commencé pendant l'atelier. Ils n'auront pas fini, mais ils repartent avec au moins un chausson et le matériel pour finir le deuxième chez eux. Du coup, j'allais te demander quel était le prochain atelier, mais... Mais cet été, j'ai un peu mis plein d'ateliers différents. On va faire de la teinture, on va faire de la sérigraphie pour fabriquer des tote bags. Il y a des stages aussi complets où on fait, ce sera à l'usine à Uccle, on va faire sérigraphie de son tablier pour travailler. Ensuite, filage, teinture, tissage pour réaliser un coussin ou une pochette. Pendant la teinture, on fait aussi la doublure de la pochette ou bien une face du coussin avec la technique du shibori. Donc c'est ceci pour faire des motifs. Je fais aussi 2 stages de broderie et couleurs végétales avec Louise Anquet, qui est brodeuse professionnelle, où on va voir comment servir de la broderie pour créer des motifs, soit en réserve, soit en ennoblissement par la suite. J'ai essayé de varier un peu et que ce soit et pour les adultes et pour les enfants. Ça, c'est aussi un Ah ouais, voilà, c'est ce que avec lequel j'adore travailler. Dès 2 ans et demi, ils viennent apprendre à travailler la laine, que ce soit le filage, la teinture. Alors j'adapte, hein, bien sûr, les outils, c'est pas les mêmes que pour les adultes, mais et j'essaye de travailler aussi quand c'est des enfants petits comme ça, en binôme, comme ça. D'un point de vue psychomotricité, en fait, ils se concentrent que sur une étape et pas forcément. Alors, tu me parlais de la laine que tu prends ici à Bruxelles, etc. Mais la laine que tu trouves dans le commerce, est-ce qu'elle est aussi locale? Est-ce qu'elle vient aussi de Bruxelles? Oui, il y en a. Il faut pas généraliser et dire que tout vient de Chine. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en Belgique. La laine est belge. C'est pas filé en Belgique, c'est filé en France. Parce qu'en France, il y a encore des entreprises pour des quantités intermédiaires, j'ai envie de dire. Donc ça, il y a. C'est pas la majorité, mais ça se trouve quand même encore. Par contre, la différence se fait au prix, bien sûr, où ce sera quand même un peu plus cher qu'une laine qui vient du bout du monde. Ça se redéveloppe vraiment. On sent qu'il y a une envie pour les créateurs déjà de travailler de plus en plus avec des matières locales. Enfin, on peut pas aujourd'hui sortir d'une école de design sans parler, sans avoir un discours écologique et durable et local. Je crois qu'on serait totalement à côté de la plaque de toute façon. Et je pense qu'on est une génération maintenant à vouloir revenir à tout ça. Ça a plus de sens. Et on s'en rend bien compte avec le confinement maintenant. En fait, encore maintenant, j'ai un fournisseur pour ce tissu-ci qui est de l'étamine de laine. C'est introuvable en ce moment. Parce que au début, je pensais qu'il y avait des fournisseurs en Europe, puis j'ai cherché un peu, et tous ceux que j'ai contactés, en fait, sont fournis en Chine. Et là, bien sûr, c'est rupture de stock partout, et les livraisons n'arriveront pas avant septembre, parce que le confinement fait que on peut plus exporter. D'un point de vue design, on va se rendre compte que s'il y a plus d'exportation de certains matériaux, on va être obligé de créer avec
ce qu'on a à portée de main, donc ça veut dire s'adapter et c'est pas plus mal en fait. Enfin, maintenant que je sais que ça vient de Chine, ce matériau-ci, clairement, soit je vais le faire moi à l'atelier, soit je vais trouver une autre solution, mais ça sert à rien de continuer à travailler avec ça. En parlant de confinement, est-ce que tu as dû t'adapter pour le confinement? Tu as fait d'autres solutions? Ah, j'ai totalement dû m'adapter parce que je travaillais qu'avec des gens. Donc au début, c'est les ASBL avec qui je travaillais qui ont fermé, puis les contrats avec les écoles, puis les ateliers, même avec une ou deux personnes, ça a été annulé pendant un moment. Puis j'ai repris petit à petit les ateliers particuliers dès lors qu'on a pu refaire ça, mais je me rends compte que ça a un impact. C'est des ateliers où on vient pour partager, chacun vient un peu avec son savoir, on met tout en commun. Dès lors que c'est un cours particulier, c'est plus du tout la même chose. Du coup, j'ai mis en place des tutos gratuits sur mon Instagram, où voilà, je publiais quelques photos du procédé que je présentais le jour le jour même. Et si les gens étaient intéressés, alors j'envoyais une fiche explicative pour pouvoir refaire chez eux. Donc j'ai montré comment fabriquer un outil pour tricoter du circulaire et habiller des pots de fleurs. J'ai montré comment fabriquer un petit métier à tisser aussi élémentaire, donc à chaque fois avec ce qu'on avait à la maison, donc en l'occurrence de la pâte à sel. C'était plus destiné aux enfants, mais ça n'a pas empêché des adultes de venir me demander. J'ai fait aussi comment faire de la teinture, comment faire de l'éco-print. Voilà, j'ai essayé de rebondir un peu comme ça. Mais c'était totalement gratuit, hein. C'était plus pour continuer à faire vivre le projet que pour demander de l'argent à droite à gauche. Et t'as dû faire aussi des masques en laine ou... Est-ce que ça Alors, marche? j'ai fait des masques, pas en laine, non. Mais j'ai fait des masques au début pour la ville de Bruxelles, puis ensuite via une couturière du quartier. Oui, je pense que je suis à plus de 1500, Ah ouais? 1500 masques On te remercie. à mon actif. Mais voilà, clairement, il fallait mettre à profit un peu mon savoir aussi. Donc, tout mon travail, c'est un peu le secteur culturel, donc le secteur où il n'y a pas d'aide, où il y a difficilement des aides. Et étant pas en ASBL ou en entreprise, je passais par la Smart, donc pas d'aide non plus. Ouais, pareil, même combat. Donc voilà, il a fallu un peu trouver de l'argent où on pouvait, quoi. Et alors, quelle est la suite de Blackwool? Est-ce qu'il y a des projets suivants? Et il y en a plusieurs en cours. Déjà, développer vraiment le produit fini et trouver quelque chose pour rendre abordable, parce que... Au-delà de faire venir ta laine de Chine, quoi. Qu'est-ce qui pourrait rendre ton truc abordable? Je sais pas trop, continuer à démarcher des écoles pour... en fait, que ça rentre dans des programmes. Je crois que j'ai un peu envie d'aller frapper aux portes. Ça revient de plus en plus des cours où ils font du développement durable, l'écologie, comprendre comment des circuits courts fonctionnent. Et ça, je crois que aller dans l'enseignement un peu et toquer aux portes dans ce sens-là, ça me plairait bien. Et il y a quand même un projet de Fab Lab Textile qui va se mettre en place ici. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de machines dans l'atelier qui sont aux 3/4 des donations de gens qui sont venus aux ateliers, qui ont voulu partager avec moi un peu et donner une petite part d'eux pour le projet. Donc je pense que ce serait vraiment les remercier que de réussir à ouvrir ce Fab Lab et en faire profiter beaucoup de gens. Et donc voilà, là c'est tout l'administratif pour pouvoir mettre en place ce projet, parce je suis pas toute seule dedans. Il y a Quentin Brucker qui va aussi, mais voilà, c'est en pourparlers depuis un petit temps, et je crois que les gens ont envie de refaire eux-mêmes, et l'artisanat reprend une place sans tomber dans le do it yourself. Je crois qu'il y a vraiment une volonté de former les gens, professionnaliser les gens ici, et de les aider à lancer des projets textiles en tout cas. Ok, super. Et donc je pense qu'on peut finir sur quel message tu voudrais donner aux auditeurs, justement. Est-ce que c'est ça, retourner à ce savoir un peu oublié? J'ai envie de leur dire d'être curieux en tout cas, et peut-être de venir pousser la porte de l'atelier.
que ce soit pendant les stages cet été ou bien voilà, même moi j'ai envie de dire l'atelier est ouvert, on m'envoie un mail et je fais visiter volontiers pour partager mon travail et voilà, peut-être faire naître des vocations Ouais. à droite à gauche. C'est que quand je travaille avec surtout avec les enfants en fait, c'est dingue de voir comment juste le fait de filer de la laine parfois ça éveille plein de choses en eux, plein de souvenirs parfois. Il y a à Scarbeck, j'ai travaillé à la Maison des Femmes et beaucoup de femmes m'ont dit ah mais en fait c'est des choses que je voyais quand je travaillais quand j'étais au Maroc, mais depuis que je suis arrivée en Belgique, j'ai plus vu ça. Mes enfants n'ont jamais vu ça. Donc partager des histoires de famille, faire renaître un peu plein de souvenirs. Donc voilà, et puis j'ai envie de les encourager à consommer local et à soutenir un peu tous les artisans qui ont subi et faire attention voilà de leurs vêtements, mais c'est leurs vêtements, c'est aussi l'alimentaire, c'est tout en fait. Je crois que dès qu'on commence à être un peu sensible à tout ça, c'est un mode de vie. Alors faut pas tout changer du jour au lendemain, mais faut pas être radical. Un petit geste. Le fromage du bercail, j'ai envie de dire, voilà, c'est un geste qui soutient tous les artisans et donc mon travail de laine aussi. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et moi, j'encourage comme toujours les gens à te suivre, à regarder donc 1030 Black Wool sur Instagram, Facebook, et puis qu'ils aillent s'inscrire un peu à tes ateliers, qu'ils voient même ce que c'est. Et bientôt, un site internet qui doit être en ligne depuis 3 mois, mais que je repousse, qui sera par contre à mon nom, paulinedorna.com. Mais voilà, il sera en ligne d'ici 2 semaines, grand maximum. Super, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.